Merci. Alors, comme vous pouvez le constater, nous testons ce soir un nouveau concept. Plus interactif, plus près de vous. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à cet échange en direct. Après l'entracte, ceux qui voudront se joindre à nous, à la discussion autour de cette table, pourront venir poser leurs questions directement ici même. Ceci étant dit, nous allons passer au thème de ce soir, qui est l'art du vibratoire. Je ne vais pas m'étaler, hein. C'est pas à moi de le faire. Ces énergies qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant bien là, la radiesthésie, le magnétisme, la géobiologie, l'aura, les ondes de forme, etc. On va tout savoir ce soir. Notre invité est un homme que vous avez peut-être pu voir sur TF1, dans Les Soirées de l'étrange, ou sur France 2, ou France 4, ou encore Direct 8. C'est un magnétiseur radiesthésiste, mais loin de vouloir briller sous les projecteurs, il reste centré sur sa mission, transmettre son savoir et rappeler sans cesse que le monde est infini. Les critiques, les préjugés, les moqueries, il n'en a que faire. Sa générosité d'âme est hors pair. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit, Monsieur Gérard Grenet. Bonsoir à tous. Merci. Je m'assois. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi aussi, je vais me permettre de vous souhaiter la traditionnelle bonne année. En priorité, entretenez bien votre santé. Si vous entretenez votre santé, vous savez, comme le petit bonsaï, là, on en prend soin tous les jours. Soyez vraiment bienveillante et bienveillant avec vous. Et tout vous sera permis. Tout est à portée de main. Mais ça d'abord, bienveillante et bienveillant avec vous. Donc ce soir, je vais vous parler, je vais tenter une explication quant à ce phénomène de l'art vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire l'art vibratoire? Pompeusement, j'ai appelé l'art vibratoire le monde dans lequel je vis depuis pas mal d'années maintenant, ce monde de phénomènes, de vibrations, de rayonnements. On pourrait faire un parallèle avec l'art du vibratoire, l'art de vivre, en fin de compte. Parce que la vie, c'est avant tout une succession, un cumul de phénomènes vibratoires, de rayonnements. Et quand on a pu concevoir, parce qu'au départ c'est un concept, quand on a pu le valider, l'accepter, l'intégrer, on va davantage comprendre comment on fonctionne, comment on dysfonctionne aussi. Donc au lieu de subir, comme bien souvent, on subit. Quand c'est sympa, tout va bien, et puis quand c'est pas sympa, c'est nettement moins plaisant. Donc l'art vibratoire, avant tout, je vais essayer de vous résumer un petit peu ça. On va essayer de concevoir que le monde dans lequel nous vivons n'est fait que de vibrations. Tout vibre. L'homme et la femme est aussi une entité vibratoire. Autour de nous, chaque élément, chaque matériau, chaque matière vibre et envoie ce phénomène de rayonnement, donc d'influence. Tout influence tout. Ce phénomène de rayonnement, il va s'installer en fonction de différents paramétrages. Cette matière, ces matériaux, ces êtres minéraux, ces êtres végétaux, vivants, animaux, personnes humaines, vont être sous différentes influences, ce qui va installer le phénomène de rayonnement. La lumière, la chaleur, le son, la pesanteur, les rayons cosmiques, les rayons électromagnétiques, les rayons radioactifs. On peut aussi citer les énergies chimiques, la désintégration, la force de la pensée, la force de la vie aussi. On pourrait citer aussi les formes, les couleurs, tous ces phénomènes, le contact, la pression. Tous ces phénomènes vont engendrer des rayonnements sur les matières, les matériaux et tout ce qui peut être vivant. On est soumis à
différents rayonnements, déjà par notre situation sur notre chère Gaïa, la Terre, qui reçoit des éléments supérieurs, des galaxies, des planètes qu'il y a autour d'elle, qui reçoit ce phénomène de rayonnement. C'est pratiquement un bombardement sans cesse. C'est pas péjoratif, bombardement. On va avoir ces rayonnements qui, par la vitesse, vont engendrer un phénomène électrique au-dessus de notre tête. Ça va libérer des ions positifs. La Terre, de son magma en fusion, elle va libérer des rayonnements telluriques, magnétiques, donc va libérer des ions négatifs. On va donc se retrouver avec un phénomène de courant alternatif. L'énergie, qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, ça doit être quelque chose qui ne doit pas être loin de ça. Ce courant alternatif électromagnétique s'installe autour de nous et nous on baigne dedans. On va être très sensible à ce courant électromagnétique par le fait qu'on est simplement installé en véritable capteur de ces rayonnements. Vous avez entendu parler bien sûr de ces fameux chakras déterminés en Ayurveda, dans la langue en sanskrit, qui veut dire roue qui tourne, en gros, vortex. Je vous ferai voir tout à l'heure à quoi ça ressemble un vortex. Mais on a intégré à notre système, pas dans notre corps physique, dans notre corps éthérique, on reviendra aussi tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le corps éthérique, mais on a ces vortex qui agissent en tant que capteurs, transformateurs de ce courant électromagnétique. Capteurs, transformateurs. Transformateurs par le fait qu'ils vont nous installer à l'intérieur la même fréquence. On va exactement fonctionner comme à l'extérieur. L'énergie universelle, ok, un courant alternatif, électromagnétique, d'accord, dedans, c'est pareil. On fonctionne exactement de la même façon. Ce courant électromagnétique intérieur va être véhiculé via nos fluides. Nous sommes liquides à, on va dire, environ 70%. Liquide, sang, urine, liquide lymphatique canalisé, liquide lymphatique non canalisé, liquide intracellulaire, ça fait beaucoup de liquide. Parce que ça transmet, c'est conducteur électromagnétique. C'est pour ça, je pense, ça n'engage que moi. Ce courant électromagnétique, il va donc être véhiculé via nos fluides dans tout notre corps, et la machine qui va permettre cette circulation, c'est notre respiration. Pensez vraiment que la respiration, c'est quelque chose d'inné, de gratuit, et qu'en général, on sollicite extrêmement peu. Pour la plupart, dans nos sociétés, avec nos métiers, on vit en apnée, on ferme, on bloque, on ne respire pas. Donc forcément, on vivote. La circulation énergétique, électromagnétique, se fait avec difficulté. Mais il n'y a pas que ce phénomène cosmo et tellurique. On va avoir toutes sortes de rayonnements qui viennent un petit peu de partout. Entre autres, on va avoir évidemment les matériaux, on va avoir les matières, les minéraux, les végétaux, les autres êtres humains qui envoient aussi des rayonnements. On va avoir les couleurs. Les couleurs sont extrêmement fertiles en rayonnement. Vous avez certainement constaté que, habillés d'une façon ou d'une autre, ou dans un environnement différent, sombre ou lumineux, etc., vous n'êtes pas exactement dans la même configuration, surtout émotionnelle. On va avoir aussi les ondes de forme. Alors, qu'est-ce que c'est que les ondes de forme? Les ondes de forme, c'est davantage relié au monde des matériaux, des objets, de la géométrie. Ce sont des micro-vibrations qui sont engendrées par des reliefs. Alors, c'est pas toujours très très sympa, ces ondes de forme. Par exemple, l'architecture contemporaine. Au départ, j'étais graphiste, designer, donc moi j'ai beaucoup aimé l'architecture contemporaine, l'art contemporain, jusqu'au jour où j'ai vu que parfois on faisait des grosses erreurs
quant à l'installation, au déploiement des ondes de forme. Vous voyez certains immeubles qui sont configurés un petit peu bizarrement sur le plan de la géométrie, de l'équilibre, et pour les êtres humains qui sont à l'intérieur, c'est pas très équilibrant, voire très dangereux. On est très loin de l'idéal qui serait, pense-t-on, de vivre dans une coupole. Nous sommes peu à vivre dans une coupole, hein, je pense. Donc, on vit dans un monde de vibrations, et nous sommes nous-mêmes générateurs de vibrations. On va avoir notre cerveau, notre mental, qui va lui aussi engendrer des vibrations. En fonction de son état, les vibrations ne vont pas être les mêmes. En ce moment, je suis dans mon mental, vous m'écoutez, enfin j'espère, et on va dire qu'on déploie une vibration qu'on va qualifier d'onde bêta. D'onde bêta parce que si on la mesure avec un voltmètre, on va s'apercevoir qu'elle vibre entre 15 et 30 Hz. 15 et 30 Hz, on va dire entre 15 et 30 fois par seconde, en gros. On est dans le mental, 15-30 Hz. Si on essaie de s'installer dans un état beaucoup plus relax, méditation, sophrologie, tout ce qu'il y a à notre disposition, mais ne serait-ce que simplement faire un soupir. Simplement ça, on peut arriver assez facilement avec de l'entraînement à trouver un équilibre différent et à engendrer une longueur d'onde différente. On ne va plus être en onde bêta, mentale, on va être en onde alpha. L'onde alpha, elle va se développer aux alentours des 15 à 8 Hz. Pardonnez-moi, des 5 à 8 Hz. Des 5 à 8 Hz, quand on est entraîné. Au départ, quand on n'est pas familiarisé avec ce genre de choses, on cherche un petit peu cette fameuse onde alpha, cet état de méditation, de réception, de grand calme intérieur. Avec de l'entraînement, on s'aperçoit que c'est à portée de nous tous, et que si on le fait bien, on va se rapprocher de l'idéal, 7-8 Hz, et que cet idéal, c'est simplement le taux vibratoire de la Terre, de l'écorce terrestre, qu'on appelle aussi la vibration de Schumann. Quand on est sur cette focale, sur cette même référence vibratoire, on est complètement connecté à l'univers dans lequel on vit, sur lequel on a les pieds posés. Et on va pouvoir faire un tas de choses. Ce déploiement d'onde alpha, on pourrait l'expliquer, comment je vous dirais bien ça? Au niveau du cerveau, on a une petite boîte magique qui s'appelle le thalamus. Ce thalamus, il génère des ondes électriques qui stimulent les neurones. Donc je suis dans la réflexion. Si je m'installe en méditation, en relaxation, en respiration, ce fameux pacemaker cérébral, on l'appelle souvent comme ça, ce pacemaker cérébral va se mettre en veille. Et il y a la boîte relais qui va s'occuper de ça. Au niveau de la pinéale, on vient plus sur le devant de la tête. Au niveau de cette glande pinéale, ce sont les magnétorécepteurs qui vont prendre le relais au pacemaker cérébral. Les magnétorécepteurs, eux, ils vont mettre en marche des petites cellules qui possèdent du cristal de magnétite. Et elles vont se mettre en focale extrêmement rapidement avec la vibration de Schumann, les 7 ou 8 Hz. Et on est installé dans cet état alpha. Cet état alpha qui va nous mettre en réception. On quitte l'univers du mental et on utilise l'autre outil, le non-mental. On passe du conscient à l'inconscient, subconscient. On sait toujours ce qui se passe, on sait toujours quelle heure il est, mais ce n'est pas le mental qui nous le dit. On va avoir des ressentis. Quand on est dans cet état alpha, très relax, de méditation, où on est posé, où on sent le calme intérieur s'installer,
on va pouvoir faire un tas de choses. On va pouvoir utiliser, on va dire, notre canal intelligent. Ce canal intelligent, c'est notre faculté naturelle à pouvoir capter des informations plus ou moins développées en fonction de notre état de conscience. Pour certaines personnes, tout ce que je dis, ça ne veut rien dire. Pour d'autres, ils sentent qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit tourner autour de ça. Qu'est-ce que c'est ce canal intelligent? C'est notre faculté à recevoir des informations. En mesurant le taux vibratoire de l'aura de quelqu'un, en radiesthésie on le fait très facilement, je pourrais vous le faire voir tout à l'heure, ou mesurer quelques personnes, on a tout de suite une idée de l'état de conscience et l'état de vibration de l'aura qui nous renseigne sur la faculté de réception des informations. C'est-à-dire qu'on va voir tout de suite si vous êtes médium ou si vous ne l'êtes pas. Ne pas être médium, c'est pas une tare. Hein. On passe tous par différents chemins, différents statuts, différents états. En ce moment, on est tous incarnés dans cette vie-là, dans ces corps-là qu'on peut voir les uns les autres. Mais on est passé par d'autres phases et on passera encore par d'autres phases après. Et voilà, on vit cette vie-là pour l'instant, avec chacun notre état de conscience. Pour certains, vous êtes peut-être au rez-de-chaussée ou au premier étage, pour d'autres, vous êtes au 12e. C'est évident qu'entre ceux du rez-de-chaussée et ceux du 12e, parfois la communication est un peu difficile. Mais il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. Être médium, c'est une faculté naturelle, rien de plus. Il n'y a rien de plus méritant à ça. On est passé par d'autres phases où certainement on ne l'était vraiment pas médium. Donc être médium, c'est avoir cette faculté naturelle à recevoir des informations. On en est conscient, on n'en est pas conscient. Bien souvent, c'est un état d'être qui va ouvrir cet état de conscience. Pour beaucoup, on va passer par des difficultés, par la maladie, par des chagrins, par des chocs émotionnels importants qui vont nous mettre tout d'un coup en évidence de c'est quoi la vie, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, le sens de ma vie, c'est quoi. Et automatiquement, par le biais de ces réflexions, voilà, il y a des petits voyants rouges qui s'allument et on se dit mais au fait. Alors pour certains qui ont cette faculté médiumnique, vous allez pouvoir travailler en tant que voyant, médium, faire du channeling, faire de la radiesthésie comme moi, travailler en magnétisme, en énergétique. Au départ, c'est une faculté naturelle qu'on peut tous posséder en fonction de notre état de conscience. On ne devient pas forcément magnétiseur parce qu'on a cette faculté, c'est pas obligatoire. Mais c'est toujours intéressant de se rendre compte de ce fonctionnement pour essayer de vivre mieux. Surtout, d'avoir ce recul, ce détachement vis-à-vis des événements, et pouvoir aussi aider, accompagner et partager autrement. On a dans le corps des capteurs qui contiennent des cristaux de magnétite. Ces capteurs réagissent un petit peu comme des stabilisateurs, des contrôles d'assiette sur un avion. Vous savez, un avion de ligne, on a toujours l'impression que ça vole comme ça, très rectiligne, bien pépère. En réalité, il y a des correcteurs d'assiette qui, sans arrêt, maintiennent son équilibre et son assiette. Nous, c'est un petit peu la même chose. Avec les lois de la pesanteur, les fluctuations des courants telluriques, si on n'avait pas ces capteurs, on ne tiendrait pas debout, on aurait la nausée. On s'est tous amusés, étant enfants, à tourner très très vite sur nous-mêmes comme ça et de voir qu'est-ce que ça faisait. Ce que ça fait, c'est qu'on est à quatre pattes par terre pendant quelques minutes avant de pouvoir se redresser, avec des nausées, et on est étourdi. Eh bien, c'est grâce à ces capteurs qu'on peut vivre normalement et que je peux voilà, me tenir devant vous. Je vais arrêter de me balader dans tous les sens, je vais vous donner une tournie. Pardon. J'en vois qui commence à... Je bouge plus. Ces capteurs contiennent des cristaux de magnétite. On en a une douzaine, on en a plus que ça, mais vraiment les grosses zones où on en a, les arcades sourcilières, les trapèzes, le creux des coudes, niveau des lombaires, le creux des genoux, la plante des pieds. Voilà. Dans ces endroits-là, on a des cristaux de magnétite. Ces cristaux de magnétite sont de véritables capteurs. Quand on va travailler en radiesthésie, c'est eux qui vont engendrer, s'installer sur la fréquence qu'on recherche. Quand ils vont choper, on pourrait dire,
la fréquence recherchée, ils vont installer une micro-contracture musculaire. C'est très subtil, c'est très très fin. Si on n'avait pas au bout de la main un pendule ou des baguettes de radiesthésie, on ne pourrait pas se rendre compte de ces mini-contractions musculaires. Par contre, si on s'est entraîné un petit peu avec un pendule, qui n'est rien d'autre qu'un prolongement de soi-même, c'est une antenne de soi-même, on va avoir effectivement un mouvement pendulaire dû aux micro-contractions. Tout ça, ça s'apprend, c'est pas très compliqué. Pour travailler, pour comprendre comment fonctionne un pendule, il faut une petite journée. Et voilà. Après, il faut expérimenter. Pensez vraiment que vous êtes un canal intelligent et que vous confectionnez votre savoir-faire par l'expérimentation, uniquement par l'expérimentation. Ce soir, tout ce que je pourrais vous dire, ou essayer de vous montrer, sera sans suite si vous ne cherchez pas à expérimenter. Ne serait-ce que commencer par respirer pour ceux à qui, vous sentez mobilisé par ça. Respirez. Commencez par respirer, vous allez voir que tout change, tout devient autrement. Je continue ? Je continue. Le phénomène de radiesthésie, qu'est-ce que la radiesthésie ? Je pourrais peut-être commencer par ça. La radiesthésie, c'est un procédé expérimental, un procédé d'investigation. C'est pouvoir trouver ce qu'on recherche, ce qu'on n'arrive pas à trouver par d'autres moyens. Bien souvent, c'est ça. Voilà. Retrouver quelqu'un qui a disparu, chercher de l'eau dans un terrain, chercher du minerai, voilà. C'est pas forcément très évident. Et on s'est aperçu que par le biais de la radiesthésie, on pouvait arriver à pas mal de réponses. Dire que ça marche tout le temps, non. Non, ça marche pas tout le temps, parce qu'il y a un homme ou une femme derrière la radiesthésie. Donc voilà. Ça marche pas tout le temps, ça marche souvent. Souvent. On va utiliser un pendule, on va utiliser des baguettes, on va utiliser des antennes, on va utiliser différents outils. La plupart du temps, ces outils sont installés sur une spécificité. Le sourcier va utiliser sa baguette de sourcier, le radiesthésiste traditionnel, les baguettes parallèles. Le magnétiseur, comme moi, utilise beaucoup le pendule. Très entraîné, on pourrait ne plus porter de pendule. On va sentir ces micro-vibrations dans le bras, dans les doigts. Alors c'est sûr qu'au marché, pour choisir ses tomates, c'est plus pratique que sortir un pendule. Si vous sortez un pendule au marché pour choisir vos tomates, on va vous regarder, vous ne faites rien de mal, c'est pas un délit, mais on va vous regarder. Si vous arrivez à ressentir comme ça en passant la main qu'effectivement il y a des choses différentes sous la main, c'est plus sympa. Il faut beaucoup d'entraînement. J'avoue, je prends souvent la solution de facilité, je prends mon pendule. Voilà, parce que certainement, quelque part, j'ai peur de me planter. Et tu vas au marché avec ton pendule pour choisir tes tomates Je vais pas au marché. Ah bon. D'accord. Mais je me suis déjà entraîné, effectivement, à essayer de déterminer, de choisir son pendule. Et qu'est-ce que ça donne, en fait, de ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Savoir s'il est bon pour nous ou pas, c'est ça ? Pardon. Est-ce que c'est pour savoir s'il est bon pour nous ou pas, s'il nous correspond ? Voilà, c'est parce voilà. qu'aller avec un pendule, oui, c'est joli, mais pourquoi faire ? Cécile soulève l'élément clé principal de la radiesthésie. Apprendre à se servir d'un outil radiesthésique, on va simplifier, on va parler du pendule, c'est une chose. Par contre, on en fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Qu'est-ce qu'on demande ? Voilà, tout tient dans la question. L'échec radiesthésique, en général, c'est une question mal posée. C'est une question non précise. Est-ce que ces tomates sont bonnes pour moi ? Ça veut dire quoi, bonne ? Bonne pour ma santé, bonne au goût, bonne... voilà. Il faut davantage préciser la question. Pensez qu'on essaie de s'installer sur une fréquence. Quand vous recherchez une station de radio, vous êtes sur l'autoroute, vous voulez écouter, vous voulez savoir l'état de la circulation, vous cherchez à 107.7.
107.7, si vous ne faites pas trop attention, vous allez peut-être vous arrêter à 107.6 ou 0.5 ou 0.8. Vous avez vraiment l'impression d'être sur la radio recherchée. Mais vous n'y êtes pas. Au premier creux, au premier vallonnement, etc., vous sentez que ça grésille et que vous perdez la bonne réception avec votre poste de radio. La radiesthésie, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas pile sur la fréquence, pas de réponse ou mauvaise réponse. Donc l'échec peut être très fréquent si on n'est pas centré, au calme. Ce fameux état alpha dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a posé... Alors pardonnez-moi, je précise ce que je vous explique. La radiesthésie, ça va commencer par une construction mentale très rationnelle. On va réfléchir. Qu'est-ce que je cherche? Quelle est ma question? Une fois qu'on aura déterminé la bonne question précise, il ne faut pas hésiter à écrire les questions sur un papier jusqu'à arriver à la bonne finale question. Parce que bien souvent, on se trompe, on va trop vite. Et on pose pas la bonne question ou elle est trop générique et on ne va pas pouvoir nous répondre. Parce que la réponse, c'est une réponse binaire. C'est oui ou c'est non. C'est pas peut-être oui, mais plus la tomate de gauche est bonne parce que... Et c'est pas tout ça. C'est un seul choix. Donc, ce qui est très important, c'est ce travail rationnel cartésien de réflexion en amont du travail radiesthésique pour lâcher. On se met sur pause, lâcher prise totale, et on va recevoir. On va recevoir dans un état d'innocence. On est innocent. On a fait notre travail, on a réfléchi, on a posé la question, on a balancé le pendule. Et on attend innocemment le retour. Le retour, ça va être la réponse à la question. Ça va être l'installation de ce fameux rayon mental. C'est la loi des semblables, ça. Dès l'instant que vous pensez à quelque chose, vous émettez un rayon mental vers ce à quoi vous pensez. Ça, c'est l'intention, c'est ça? Oui, on est dans l'intention. Tout à fait. Et ce à quoi vous pensez va vous répondre par son rayon spécifique à lui. Rayon mental, aller-retour, rayon d'union. En radiesthésie, on appelle ça le rayon d'union. Si je pense au sucre, mon mental envoie un rayon mental à l'élément sucre. L'élément sucre, quand il reçoit ce rayon mental, il va me répondre avec son élément spécifique sucre. Si je pense au zinc, c'est le zinc qui va me renvoyer sa vibration spécifique zinc, etc., etc., etc. Donc on va avoir cet aller-retour. C'est ce que... Pauvre Pépère, il a encore la tête en bas. Attendez, ça va me... Voilà. Non, c'est pas un signe. C'est pas un signe. Il faut être très vigilant quant aux signes, mais surtout à l'interprétation des signes. Non, mais... Voilà, je sais plus où j'en étais. T'en étais aux zinc, oui, avec les tomates. Merci. On pense au sucre. Voilà. Hein, c'est très important parce que c'est la base même du fonctionnement de la radiesthésie. Radiesthésie, pensez bien, radiesthésie, ça vient du latin radius, rayonnement, et du grec esthésie, sensibilité, sensibilité au rayonnement, radiesthésie. Et donc, on est fabriqué comme ça, on est sensible au rayonnement. Il faut simplement se mettre dans un certain état, relax. Je vous ai parlé des ondes alpha, mentales, qui se calment. C'est un petit peu comme une forme de toboggan. Vous vous installez dans ce travail qui va se faire pratiquement automatiquement, tout seul. Il n'y a pas d'effort. Hein, on ne va pas transpirer. Hein. C'est un travail de feignant. Pour ça, je le fais. C'est pas vrai, c'est pas un travail de feignant, c'est un travail de ouf. On envoie donc ce rayon mental et on va recevoir l'autre rayon spécifique de ce à quoi on pense. Et on a installé une fréquence. Hein, quand on parle de... Mais qu'est-ce que vous entendez par radio FM? La vie se règle comme une radio FM. Bah, bien sûr qu'elle se règle comme une radio FM. En fonction de ce à quoi on pense et à quoi on pense et qu'est-ce qu'on installe là-dessus. Si on est dans une suractivation mentale incessante, on ne fait rien de tout ça. On ne fait rien de tout ça. On est perdu. On gère rien du tout. On n'a pas du tout les mains sur le volant, là. Là, c'est pas nous qui conduisons. Hein. Donc, c'est intéressant peut-être de pouvoir en chemin se dire là, je suis un peu fatigué.
Si je m'arrêtais au bord de la route, vous savez, on fait ça, si vous pratiquez la randonnée, quand on fait des longs chemins à pied, comme ça, parfois on s'assoit au bord du chemin, puis on se dit, bon, je suis qui, je vais où, je fais quoi, qu'est-ce que je fais au milieu de ce truc? Faut de temps en temps pouvoir souffler, s'arrêter. Et la vie, c'est un petit peu ça. De temps en temps, savoir qu'est-ce que je demande, qui je suis, qu'est-ce que je veux exactement. Bien souvent, vous verrez que on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Il nous faut beaucoup de réflexion, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour arriver à trouver ce qu'on veut, vraiment. Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, parce que moi, le premier, souvent, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Essayez de déjà lister ce que vous ne voulez pas. Ça va peut-être vous aider à mieux apercevoir ce que vous voulez, mais vous verrez, c'est pas facile. Vous avez peut-être assisté à la conférence concernant la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est vraiment ce que j'affectionne avant tout, parce que c'est la réalité de la vie. C'est cette cause que vous êtes qui va installer des effets. En fonction de l'état que vous allez déployer, de votre vibration, si vous êtes en harmonie avec vous-même, si vous êtes en accord avec vous-même, si vous êtes lumineux vis-à-vis de vous-même, vous allez transmettre cette lumière, ce rayonnement. On est dans le rayonnement, on est toujours dans le phénomène radiesthésique, mais vous verrez que le phénomène radiesthésique, ça va bien plus loin que le pendule et tout ça, c'est bien autre chose. Et donc, cette cause que vous êtes, si vous êtes en accord, en paix avec vous-même, vous envoyez cette vibration, vous envoyez ce message, cette onde autour de vous, et vous allez créer des effets financiers, amoureux, relationnels, professionnels, des effets de santé. Donc si vous êtes en harmonie avec vous-même, les effets sont très sympas. Les effets ont cette intelligence de se reconnecter à la cause que vous êtes. Et donc on va très vite installer un phénomène circulant, circulatoire, une forme de spirale. Donc vous comprenez très bien que si vous êtes en harmonie avec vous-même, en accord avec vous-même, la spirale va être ascendante. Si vous êtes en désaccord avec vous-même, si vous êtes en colère après vous, si vous êtes dans un état de frustration, vous allez engendrer l'inverse. Vous serez toujours dans l'énergie d'abondance, hein. Mais la spirale n'est pas ascendante, elle est descendante. Et tout se gâte. Il faut arriver à rétablir un équilibre. C'est un peu le vortex, justement, ce que tu vas nous montrer tout à l'heure. C'est un peu le vortex. Je vais vous le faire voir. Parce qu'on parle souvent de vortex dans les milieux de la radiesthésie, de l'énergétique. On parle des mains, les mains du magnétiseur, le vortex. Qu'est-ce que c'est qu'un vortex? C'est un mouvement de spirale. Donc, très important, cette histoire de cause qui déploie ses effets. Pensez bien à ça. Soyez toujours observatrice, observateur de vous-même. Amusez-vous de vous, moquez-vous de vous. Amenez de la légèreté. Si vous travaillez, entre guillemets le mot travailler, si vous vous connectez à certaines formes d'intelligence divine, d'état supérieur, je ne veux pas me lancer dans un discours ésotérique, mais par exemple, si vous travaillez avec les maîtres ascensionnés, un maître ascensionné, c'est, pour ma croyance, tout est une histoire de croyance. Un maître ascensionné, c'est une entité qui a été incarnée, ou non, pas tous, et qui a atteint l'état de réalisation. Vous savez, celui qu'on aimerait bien atteindre, ça nous plairait bien. Cet état de pleine réalisation. Et a choisi de ne pas poursuivre son continuum d'existence, mais de venir nous aider, nous accompagner, nous diriger. Par exemple, si je vous en cite quelques-uns, vous verrez que ça n'a pas de connotation religieuse, puisqu'on va voir El Moria, Jésus, Merlin, Maître Saint-Germain, déesse Athéna, Apollon, etc., etc., etc. Mais dans ce fameux état de méditation, cet état de connexion, si vous vous intéressez à ces choses-là, essayez de vous rapprocher
de ces formes de guidance. Vous pouvez avoir Athéna qui va se rapprocher de vous et vous dire mais détache-toi du drame. Et Apollon qui va vous dire mais tu peux le faire, la force est en toi. C'est souvent très agréable de pouvoir recevoir une guidance. Je vais en revenir, je ne vais pas m'éloigner trop dans les sphères. Voilà, on va s'ancrer, on va s'enraciner, on va revenir vers le sol. Moi, je vous fasse peur avec mes maîtres ascensionnés. Mais c'est tout simple, c'est tout bête, hein, les maîtres ascensionnés. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous guider. Et quand on ne le sait pas, c'est vraiment dommage de ne pas le savoir. Voilà. Hein, vous achetez un jeu de cartes, j'ai pas d'action sur les jeux de cartes, hein, mais un petit jeu comme celui-ci, vous trouvez ça dans toutes les librairies ésotériques. Vous l'achetez, vous allez vous le passez dans vos mains, vous regardez, il y a un petit livret explicatif avec, et vous allez voir ce que ça peut vous apporter. On se sent bien souvent seul ou enfermé, c'est le contraire. Tout, je sais, est une histoire de croyance. Pour certaines personnes, c'est leur religion, quelle qu'elle soit, hein, qui va les aider. Pour d'autres, il n'y a pas de religion. J'ai pas de religion. J'ai pas de religion. Mais je suis voilà, en affaire avec toutes les religions, avec les maîtres ascensionnés, avec ce moi supérieur qu'on peut tous avoir, simplement en se posant. Je reviens à respirer. Et entre autres, à essayer de pratiquer des choses relatives à la radiesthésie qui vont vous installer très rapidement sur un état de conscience différent et une réception, une perception différente des choses, des autres, de la vie. Et au niveau du magnétisme, tu peux nous dire quoi? C'est-à-dire comment ça marche en fait le magnétisme et surtout à quoi ça sert? Est-ce que tu as des exemples, quelque chose? Alors le phénomène magnétique, on est d'accord que, comme je le disais tout à l'heure en amont, c'est toujours le même fonctionnement. Hein. On est ce canal intelligent, on a cette faculté à recevoir des informations. Informations qui viennent d'où? Ces informations, elles viennent des personnes qui sont autour de nous, des personnes incarnées, vivantes, et puis ensuite, ce que je dis n'engage que moi, des personnes non vivantes, désincarnées. Évidemment, ça met en question la vie après la mort, etc. etc. On ne va pas débattre de ça ce soir, il nous faut 3 jours. Mais pour ma part, je vous dirais, on reçoit des informations des personnes vivantes incarnées, des personnes désincarnées. On va recevoir des informations des différents inconscients collectifs, celui de votre immeuble, celui de votre quartier, celui de votre ville, celui de la France, celui de l'Europe, celui d'un continent, celui de la Terre. On va aussi recevoir des informations dans inconscients familiaux. On va recevoir des messages de ces guidances divines supérieures, intelligentes. On va aussi peut-être pouvoir se balader dans différentes strates akashiques, le passé, le présent, le futur, comme le fait la voyante. On est ce canal intelligent. Le magnétiseur, comme la voyante, comme le radiesthésiste, au départ, va capter ces messages-là. Et puis, comme un générateur, il va cumuler, concentrer cette énergie, cette information. Il va capter ce fameux prana, le chi, le prana. C'est une question de culture, c'est la même chose, l'énergie universelle. Le magnétiseur, il va confectionner une forme de cocktail. Moi, je l'appelle le cocktail merveilleux, parce que les magnétiseurs modernes, actuels, contemporains, on travaille un petit peu différemment d'avant. Je ne dis pas qu'on travaille mieux, hein. On travaille différemment. Avant, le magnétiseur, on le trouvait pour le plus souvent à la campagne, il était magnétiseur instinctif. C'était sa propre force vitale qu'il allait transmettre aux autres. Il posait les mains, ça marchait, il guérissait. Souvent, il avait une spécificité. Pour certains, les maladies de peau, pour d'autres, les rhumatismes, pour d'autres, encore autre chose. Et puis, on se retrouve à notre époque où le magnétiseur devient quelqu'un qui apprend en plus. Il a cette faculté de pouvoir capter cette énergie universelle, de pouvoir capter ces informations, mais bien souvent, pour la plupart des magnétiseurs, on va suivre des formations. Alors des formations, par exemple, pour ma part, j'ai suivi pendant plusieurs années des
des écoles d'Ayurveda, de naturopathie. J'ai travaillé avec beaucoup de guérisseurs sur différentes techniques, la reconnexion avec Eric Pearl, l'Holo Energy avec Léonard Lascaux, différentes personnes qui travaillent tous ces mondes vibratoires, énergétiques, travaillent beaucoup en massage aussi, en radiesthésie. Le magnétiseur va arriver à concentrer cette force, cette énergie universelle, ce courant électromagnétique dont je vous parlais tout à l'heure, va pouvoir aussi engendrer, concentrer, absorber les bonnes informations. Et en plus, il va faire un travail pour confectionner ce cocktail merveilleux. Il va faire un travail, la plupart du temps, d'intention, de visualisation. C'est-à-dire qu'il va rajouter à ce qu'il peut capter, il va rajouter une visualisation. Il va voir, par exemple, si on travaille sur une brûlure, on va visualiser, donc faut vivre... avoir une imagination assez voilà, puissante quand même. Voilà. Il faut avoir son imagination totalement intacte. C'est pour ça qu'il faut vivre... Je suis adepte du tantra, donc j'essaie de vivre le plus possible en conscience. En conscience, c'est-à-dire que au moment où je vous parle, je suis totalement conscient de qui je suis, de ce que je fais. Je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur, je suis là. Simplement là. Je fais des efforts parce que je suis tellement bien là que je pourrais me taire et rester devant vous. Sympa. Je serais très bien, mais vous ne seriez pas content. Donc c'est très important de pouvoir laisser libre cours à son imagination, d'être bien en conscience de ce que vous vivez pour pouvoir absorber, engendrer des images, des souvenirs. Si vous avez une banque de données importante, votre imagination va fonctionner. Si vous vivez sans vous rendre compte des choses, si vous regardez jamais le parquet qui est sous mes pieds, si je ne regarde pas le tissu de mon costume, si je le vois seulement sans rien organiser ni enregistrer, j'aurai une banque de données vide. Donc essayez de vivre le plus possible en conscience. Soyez conscient de l'eau que vous buvez, soyez conscient des couleurs, soyez conscient de ce que vous entendez, soyez conscient, etc., etc. Fabriquez-vous une banque de données pour que vous puissiez utiliser cette banque de données avec votre imagination. Si votre imagination est fluide, votre force de visualisation va être importante. Je vous disais, on se retrouve devant une brûlure, et bien on va très très vite visualiser la brûlure en train de se résorber, en train de guérir, en train de disparaître. Il faut avoir une banque de données. Sinon, on cherche cette brûlure que je vois, comment je peux l'imaginer disparaître. Je ne sais pas faire un truc pareil. Mais si on était très très observateur de la vie au quotidien, on sait comment ça fait. Le cinéma nous aide souvent avec ses effets spéciaux, nous aide à faire fonctionner cet imaginaire. Cet imaginaire engendre la force de visualisation. On va installer quelque chose, on va créer quelque chose. En plus, on va avoir l'intention qui va s'installer. L'intention, c'est la conscience focalisée. Excuse-moi Gérard, est-ce que tu peux nous montrer, en fait déjà avec des images, tu parlais d'imagination, tout ça tout à l'heure, est-ce que tu peux nous montrer, puisque tu as du visuel aussi, directement en fait sur l'écran en appuyant par des images au niveau de l'intention, au niveau aussi justement de cette énergie qu'on a, qu'on est fait d'eau et pourquoi et comment, et tout ça, si tu peux nous je le fais. mettre. Oui, je vous fais voir. Je vous fais voir. Je vais vous montrer... je pense que parmi vous, il y a pas mal de gens qui ont déjà dû se renseigner à ce propos. Je vous disais tout à l'heure que nos liquides nous aidaient à faire fonctionner notre circulation électromagnétique, énergétique. On est un petit peu comme un aspirateur connecté au plus et au moins, et ça fonctionne. Cette eau, ce liquide, est hypersensible. Et je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître les études du japonais, Emoto, qui a photographié l'eau en décristallisation et qui lui a envoyé différents effets, des effets verbaux, des effets sonores, des effets électromagnétiques. Et on a pu voir que le cristal d'eau, à moins 5 degrés, changeait entièrement de configuration en fonction de l'effet qu'on envoyait dessus.
L'effet, c'est-à-dire une bonne pensée, une pensée d'amour, une pensée de haine, une musique qui va structurer, une musique qui va déstructurer, etc., etc. Donc je vais prendre mes lunettes. Je vais essayer de vous commenter. Donc, on va se mettre en fréquence avec le monde de l'eau. Pensez bien que vous êtes de l'eau. Donc là, on est d'accord que vous emmenez votre pensée vers l'eau, votre ADN qui s'est construit, installé dans le milieu aquatique. Voilà. Là, vous avez gentiment la course des spermatozoïdes et de l'ovule qui attend. Et vous vous rendez compte qu'on est dans un univers à 96% humide d'eau à ce moment-là. Vous voyez ce bébé dans le ventre de sa maman, il est liquide à 96%. Le voilà qui vient de naître, il est liquide à 80%. Ça descend vite, hein. Donc on pourrait penser que un monsieur comme moi, à l'âge que j'ai, je dois être dans les 65-68, quoi. Avec, voilà, la moyenne, 70% d'eau. L'eau, on est bien d'accord qu'en fonction de notre état de conscience, comme dans la nature, comme autour de nous, on peut en faire ce qu'on veut. Pensez toujours à ça. Pensez à l'eau et à l'état de conscience, à votre état de conscience qui va vous faire sentir et être différent. L'eau, à 99 degrés, elle devient gazeuse. Elle change d'état. De liquide, elle devient gaz. À 0 degré, elle devient solide. Elle change d'état. De liquide, elle devient solide. Pensez que vous, c'est la même chose. En fonction de votre état de conscience, vous changez d'état. Si vous êtes dans un état négatif, récurrent, en colère, de culpabilité, etc., vous avez un état spécifique en fonction de ce que vous avez installé. Si c'est le contraire, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, vous allez nettement mieux. Donc pensez toujours que, cherchez votre degré près à vous. Pensez toujours que, à 1 degré près, vous pouvez aller bien ou aller nettement moins bien. Vous ne laissez pas embarquer. Je continue mon petit exposé sur l'eau, ça ne va pas être très long. Voilà. L'eau exposée, je reviens en arrière, pardon. Voilà, excusez-moi. Voilà, il me manque une vue, c'est pas grave. Voilà de l'eau qui a été exposée à des influences négatives. Je vais mieux développer. L'eau exposée à des pensées positives, vous voyez l'installation du cristal. Le mot bonheur, vous voyez que le cristal a une belle configuration. On va parler d'énergie constructive ou déconstructive. C'est le mot bonheur qui a été envoyé sur ce cristal d'eau. Comment on a envoyé le mot bonheur? On a simplement dit bonheur, ou on a pensé bonheur vers le cristal d'eau, ou on a simplement installé une étiquette sur le bocal où il y avait le cristal d'eau. Exposition pendant 4 heures, aucune information. Là, on ne voit pas très bien sur la photo, on a deux petites bouteilles d'eau devant un écran informatique. 4 heures. Voilà l'état de déstructuration du cristal d'eau. Wow. Donc, ça veut dire que si on reste trop devant un ordinateur, on peut être dans cet état-là? Ça veut dire que, bien évidemment, on va être en connexion très très rapprochée avec des énergies déconstructives. Ça veut dire que tout ce qui est à rapport au monde informatique, téléphonique, c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux, il ne faut pas être non plus alarmiste et paniqué, hein. On vit dans une société qui est configurée comme ça, mais c'est intéressant d'être quand même un minimum prudent. Je pourrais m'avancer à dire que l'eau de nos châteaux d'eau est la plupart du temps complètement irradiée. Irradiée par le fait que les châteaux d'eau servent de promontoire, voilà, ils sont couverts d'antennes téléphoniques. Et ça, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Je pense que vraiment l'eau est irradiée et que je vous conseille fortement de ne pas la boire. Et qu'est-ce qu'on boit alors? Est-ce qu'il y a une solution en fait pour justement... voilà, on n'a pas le choix, on doit boire ce là.
moi je conseille de boire de l'eau de source, de ne pas boire l'eau du robinet. Je pense que l'eau du robinet, dans beaucoup d'endroits, pas partout, il n'y a pas des châteaux d'eau infestés d'antennes partout, mais quand même pas mal. On n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en fait pour justement enlever ce qu'il faut, c'est chargé d'amour. Oui. Alors, on va y venir. Si vous buvez de l'eau du robinet d'une façon très ponctuelle, il n'y a pas de danger. Si vous buvez de l'eau du robinet tous les jours pendant 20 ans, ça c'est pas terrible. Voilà, en gros. Donc essayez de varier les eaux, essayez de ne pas boire forcément de l'eau minérale. Pensez qu'au départ, l'eau minérale c'était un médicament, c'était vendu en pharmacie. Et puis le business contemporain a fait que maintenant le minéral c'est partout. Et que les médias, je suis un ancien publicitaire, alors je sais ce que c'est que la pub, hein, voilà. On vous dit plein de trucs et vous voyez ça à la télé et vous dites « Oh c'est bien, je vais être comme ça ». Non. C'est bien ponctuellement, en fonction d'un certain état, de boire telle eau minérale ou telle autre eau minérale, oui, en fonction de l'état de son foie, de ses reins, etc. Mais à vie, tout le temps comme ça, non, on ne prend pas un médicament comme ça pour rien. Donc tournez-vous vers des eaux qui sont des eaux de source, des eaux très vivantes. Une autre source qui, regardez bien sur les étiquettes des bouteilles d'eau, vous avez une petite indication qui est obligatoire, c'est l'eau chauffée à 180 degrés déploie combien de résidus solides. Alors, je ne suis pas là pour faire de la pub pour une eau ou une autre, hein, mais si vous prenez de la Montroucousse, de la Rosée de la Reine, de la Montcalm, il y en a chez Carrefour, il y en a... Voilà. Ces eaux-là vont être à environ 0,25, 0,30 mg par litre chauffé à 180 degrés. Si vous prenez une eau minérale, vous ne serez pas à 0,25 ou 0,30, vous serez à 800, vous serez à 1000, vous serez à 1200. Donc elles sont excessivement résiduelles en matériaux. Pour vos reins, c'est vraiment pas terrible. Pour vos reins, c'est pas terrible, et puis pour la circulation énergétique, de façon générale, c'est pas terrible. Si vous validez le concept que votre circulation énergétique électromagnétique se véhicule par vos eaux, EAUX, mettre des barrages dedans, sur le parcours, c'est pas très intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour monter le taux vibratoire de l'eau? On va le voir sur la suite de mon petit exposé avec mes photos. Il est évident que l'eau est extrêmement sensible, nous sommes extrêmement sensibles puisque nous sommes de l'eau, et que l'eau va réagir au message vibratoire qu'on va lui envoyer. Si j'ai une pensée d'amour envers un verre d'eau, c'est pas la même chose que si j'ai une pensée de colère ou de haine envers le verre d'eau. Donc envers quelqu'un. On est bien d'accord, on est de l'eau à 70%, on va recevoir, comme le verre d'eau, la même chose. Donc on est absolument extrêmement réactif à ce qu'on va recevoir. Ce qui n'empêche qu'on peut monter le taux vibratoire de l'eau de différentes façons. J'ai ici une bouteille d'eau du robinet. Cette bouteille d'eau du robinet, si je la mesurais en radiesthésie, elle serait certainement aux alentours des 10 000 Armstrong. Armstrong, ça veut dire quoi? C'est pas le jazzman. C'est une unité de mesure en radiesthésie. On a Armstrong, on a Bovis. En radiesthésie, c'est un peu manouche, hein, les unités de mesure. On n'a pas le mètre, on n'a pas le kilo, on n'a pas ces choses-là. Ce serait bien si on pouvait avoir ça, mais pour l'instant, on ne sait pas trop comment faire pour installer une unité de mesure de référence internationale. On n'a pas ça. On a Armstrong, on a Bovis. Bovis, c'était quelqu'un de votre région, hein. C'était un monsieur qui faisait de la radiesthésie, et il a décidé que à tel taux vibratoire, on installerait telle chose. Il a installé une échelle, la fameuse échelle de Bovis. Donc, pour revenir à l'eau, cette eau du robinet, certainement, si je la mesurais, serait à 10 000 Armstrong. Cette eau du robinet, il suffirait que j'installe une coquille Saint-Jacques comme ça, le long de la bouteille, et on pourrait constater que dans 15 minutes, à peu près, dans un quart d'heure, le taux vibratoire de 10 000 va monter à 30 000. Simplement de coquille Saint-Jacques? Ouais, simplement de coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, les gens de Compostelle, hein, étaient loin de...
C'était vraiment des gens très très initiés. Elle a 12 capteurs. Inutile de chercher à l'orienter au nord ou au sud ou quoi que ce soit. Il suffit de coller la coquille Saint-Jacques comme ça le long de la bouteille et on va monter la fréquence de l'eau à l'intérieur, de 10 000 à 30 000. Mais on peut faire plus fort aussi. Si on pose cette bouteille à l'intérieur d'un anneau atlant, qu'est-ce que c'est un anneau atlant? On parlait tout à l'heure des ondes de forme. C'est une onde de forme. L'anneau atlant, j'en porte un au doigt, la fameuse bague de Ré, la bague atlante. Croyance, non-croyance, j'ai pas de bague à vous vendre. Hein. Moi, j'étais un petit peu dubitatif au départ. Je l'ai porté, je l'ai enlevé, je l'ai reporté, et puis en fin de compte, je me suis aperçu que si je laissais libre cours à mon ressenti profond, corporel, j'avais vraiment envie de la porter. Et que c'était très différent quand je la portais ou que je la portais pas. Je travaille beaucoup aussi en massage, et il est évident que quand je travaille en massage, je porte pas ma bague, je vais rayer la carrosserie sinon. Et je suis souvent impatient de remettre ma bague. J'ai un sentiment d'équilibre avec la bague. La bague a une configuration géométrique spécifique, un canal de réception creusé à l'intérieur avec 2 trous de sortie latéraux. C'est ni plus ni moins un générateur. Un générateur qui va équilibrer. En fonction du doigt porté, elle va toucher différents méridiens, différents organes. Mais de façon générale, pour moi, je la porte symboliquement à l'annulaire, en symbolique de mariage. De mariage avec l'univers, avec cette force d'amour de l'univers. On parlait du magnétisme, on parlait du cocktail merveilleux. Vous savez, le cocktail merveilleux, c'est cette visualisation, c'est cette focale concentrée, c'est cette intention, et c'est ce déploiement d'amour. Avant tout, si vous voulez aller bien, si vous voulez accompagner, si vous voulez aider, essayez de vous connecter à ça, à l'amour. Dans nos pays, l'amour, c'est un peu gênant. C'est très vite ramené à amoureux, amoureuse ou à la sexualité. C'est pas ça. Enfin, ça englobe aussi ça. Mais c'est bien, bien, bien supérieur à ça. L'amour, on commence à pouvoir, en radiesthésie, à pouvoir le mesurer. Il se balade au-dessus des ultraviolets, l'amour. C'est vraiment une force réelle. Et nous, dans nos sociétés, on s'y est, hélas, peu intéressés. Il serait temps qu'on se rapproche de cette énergie-là, parce que c'est celle qui nous fait vivre et c'est celle qui peut totalement nous sauver. Hein, bien souvent, quand on est dans des configurations pessimistes, on se dit, bon, c'est foutu, voyons, dans quel monde vivons-nous, etc., etc. Rapprochez-vous de cette force d'amour et vous allez voir, tout est possible. Absolument tout est possible. Simplement que on ne le savait pas. Voilà, on ne le savait pas. Nous, on n'était pas au courant. Et quand vous regardez à quel point on n'était pas au courant, c'est un petit peu phénoménal. Parce que l'homme, en général, quand il s'intéresse à quelque chose, il va déployer des outils, des réflexions, il va écrire des bouquins, etc. Bah nous, concernant l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour sans condition, on n'attend rien, c'est une force. On la donne, on la reçoit, on n'attend rien en retour. Cet amour inconditionnel, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, nous autres, dans nos sociétés. En Ayurveda, dans le domaine du sanskrit, c'est assez quand même très bluffant de voir que eux, pour l'amour, ils ont 96 mots. Vous vous rendez compte? J'aime le chocolat, j'aime mon père, j'aime ma fiancée, j'aime mon enfant, j'aime ma voiture, j'aime bien ce fauteuil-là. Voilà, nous on a un mot. Eux, hein, il y a une grosse différence quand même. Donc, est-ce que par hasard on ne se serait pas intéressé? Un autre exemple assez significatif, les Esquimaux, quand ils parlent de la neige, ils ont une 40aine de mots pour parler de la neige. Ciel humide, moins humide, plutôt rosé, plutôt bleu, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Ils ont une 40aine de mots. Nous, on a toujours un seul mot hein, pour l'amour. Hein. Il serait temps qu'on s'ouvre un petit peu et qu'on s'y intéresse vraiment. Donc, il est évident que cette eau polluée, si elle est radioactive, on va avoir beaucoup de mal à la nettoyer.
on va pouvoir au coup par coup la nettoyer ou se mettre ensemble à la nettoyer. Mais vous comprendrez qu'au quotidien, ça devient très fastidieux. Si à chaque fois qu'on boit un verre d'eau, il va falloir le magnétiser ou faire une prière, ou etc., etc., ça devient un petit peu lourd. Ça devient un petit peu lourd. Et pourtant, on a une très très forte action sur l'eau dès l'instant qu'on veut avoir une action sur l'eau. Hein, vous le verrez très rapidement, je ne vais pas faire une longue projection pour ne pas vous embêter, mais vous verrez que des personnes se sont réunies en nombre autour de certains lacs où l'eau était très polluée, très très polluée, et par la force de l'intention, de la prière, ils ont installé un égrégore avec une seule intention, une seule pensée d'amour, de libération de l'eau, de détoxination de l'eau. Et quand on a photographié les cristaux d'eau initialement pollués et les cristaux d'eau après la prière collective, il n'y avait pas photo, comme on dit, une très très grosse différence. Ils avaient totalement dépollué l'eau polluée. Donc, pensez bien que ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous écrivez est totalement actif sur l'eau, sur les autres, puisqu'ils sont de l'eau, et par retour sur vous-même. Là, j'ai à côté de moi, c'est pareil, ça, vous êtes peut-être au courant de ce genre de choses. Vous avez des bocaux de riz. Alors, ces bocaux de riz, on va vous les faire passer si vous voulez les voir. Surtout, je vous demande de ne pas les secouer, parce que j'ai déjà vu des gens les prendre et les mettre à l'envers dans tous les sens. Ce ne sont pas des maracas. Ces bocaux de riz, ouais, si on peut les faire passer. Alors, ces bocaux-là, ils datent de septembre. Voilà, vous les laissez, vous n'êtes pas forcé d'y regarder, hein, si vous n'avez pas envie de toucher aux bocaux de riz, vous ne touchez pas aux bocaux de riz. C'est juste pour vous faire voir. Je les ai faits, ces bocaux, en septembre 2009. Donc il y a déjà un petit moment, vous allez les voir en photo, hein, de toute façon, là. En septembre 2009, j'ai été au Franprix de mon quartier, dans le 20e, à Paris, et j'ai été acheter un petit sachet de riz, je l'ai fait cuire, comme c'est indiqué sur le paquet, et j'ai simplement nettoyé 2 bocaux, avec de l'eau de javel, très succinctement, comme on fait un peu au camping, hein, et j'ai mis du riz dans chacun des 2 bocaux. Sur les bocaux, j'ai collé une étiquette. Le premier bocal, amour, je t'aime. Le deuxième bocal, haine, je te hais. Nul, je te hais. Le bocal où j'avais inscrit nul, je te hais, j'ai pas déployé vis-à-vis de ce bocal des énergies malsaines, négatives ou déconstructives, parce que moi je peux pas faire ça. Je ne sais pas le faire. Je pourrais pas le faire, même sur un bocal avec du riz dedans, déployer des saloperies par la pensée dessus, je le ferai pas. Donc j'ai simplement abandonné le pauvre bocal de riz. Je l'ai mis dans un coin, je l'ai abandonné. J'ai quand même fait ça. Je l'ai installé dans l'abandon. L'autre bocal, je l'ai traité comme une fiancée, comme une amoureuse. Hein. C'est-à-dire, je lui disais bonjour, je lui disais au revoir, entre 2 passions, un petit coup d'œil, un sourire. Quand j'étais sur le périphérique, sur ma moto, j'avais des pensées d'amour pour mon bocal de riz. Eh ouais, vous voyez, la radiesthésie, hein. Et en fin de compte, vous voyez le résultat. Vous allez avoir, pensez que c'est depuis septembre 2009 quand même, hein. Il date, hein, le riz maintenant. Vous allez avoir un bocal de riz qui ressemble à du riz, qui est à peu près blanc, et un autre bocal qui ressemble pas du tout à un truc sympa, hein. Un caca de chien, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, vous voyez qu'il y a eu un cocktail déterminant auprès du riz par la force pensée, l'intention, mais aussi avec l'onde de forme de l'écriture sur l'étiquette. C'est là que c'est pour vous sensibiliser à faire attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, à ce que vous écrivez. Pourquoi? Comment fait-on pour travailler à distance sur quelqu'un, pour un soin ou une recherche, simplement avec un papier manuscrit de sa main ou sa signature? On va se servir des rémanences
de l'onde de forme de son écriture. Là, avec l'écriture, on a installé une formule magique, entre guillemets, positive ou négative. Si on change les étiquettes, c'est trop tard. C'est trop tard. Faudrait le faire, faudrait avoir la patience de le faire, mais vous avez raison. Mais à mon avis, c'est trop tard. Il y a une programmation. Pour celui qui est foutu, il ne reviendra pas à l'état initial. Sûr, non. Faut essayer. Faut essayer. Bah ouais, mais je ne l'ai pas essayé, ça. Vous avez deux autres bocaux de riz ici, qui sont récents. Ils ont un mois, peut-être, à peu près. Là, il n'y a pas d'étiquette. Alors, je ne vous les fais pas passer, hein, parce que... Mais vous voyez que celui-là, il est bien blanc. Il a pris le TGV, il est un peu... Celui-là, il est bien blanc. Et l'autre, vous voyez qu'il n'est pas bien blanc du tout. Voilà. C'est le même paquet de riz. Hein. Vous voyez que simplement la pensée sans étiquette, sans rien du tout dessus. Juste la pensée. Vous voyez à quel point c'est actif. Vous voyez donc que la pensée agit sur la matière. On est d'accord, vous êtes incarné dans un corps, vous êtes de la matière. Donc en fonction des pensées que vous allez émettre et que vous allez recevoir, si vous vous mettez en captation dessus, vous êtes blanc ou vous êtes à côté là. Il faut bien être observateur de ça. Si tombez pas non plus dans la paranoïa avec ça. Hein. Ouais, parce que je fais attention un petit peu. Là, voilà. Je suis pas là pour vous foutre la flippe. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Du tout, du tout. Je suis là pour essayer de partager avec vous ce que j'essaie de comprendre. Vous savez, un magnétiseur, un radiesthésiste, un guérisseur, c'est un homme comme un autre. Simplement que j'ai décidé un jour de changer ma vie, de trouver un sens à ma vie, de trouver le sens de ma vie, parce que je cherchais tout le temps à l'extérieur, moi. Le Graal, vous savez, je cherchais le Graal, le parfait, je ne trouvais pas. Et puis un jour, il a fallu que je m'installe dans le chaos total pour transmuter et trouver le sens de ma vie. Et le sens de ma vie, c'était comprendre pour transmettre, pour partager avec les autres. Je pense que... alors, je ne sais pas si on peut parler de mission. En tout cas, je vis principalement pour essayer d'éveiller, très modestement, hein, parce que je n'ai pas compris grand-chose, hein, en fin de compte. Hein. Je n'ai pas un savoir. Non, du tout. Mais au fur et à mesure que j'essaie de comprendre, et que gentiment on m'informe, je partage tout de suite. Je transmets aux autres. Donc, soyez pas non plus dans un état de catastrophisme quand vous voyez le riz, à vous dire, mais dans quel état je dois être, quoi. Pas de panique non plus. Mais ça peut être intéressant de vérifier que parfois, vraiment on dérape, dangereusement, et que remettre les mains vite fait sur le volant, ça peut être intéressant. Alors on parlait tout à l'heure de vortex. Qu'est-ce que c'est qu'un vortex ? Qu'est-ce que c'est que ce magnétiseur qui installe ses mains autour de quelque chose et qui va engendrer quelque chose avec ça? On est d'accord que le magnétiseur est un capteur, générateur, compresseur, diffuseur d'énergie et qu'il va employer différents outils pour diffuser, transfuser cette énergie à la personne en demande. Je dis bien en demande, on vérifie toujours qu'elle soit en demande, qu'elle soit d'accord, cette personne. Et il va utiliser différentes choses. Il va utiliser déjà, en général inconsciemment, son aura, sa nimbe, qui va émettre cette force magnétique. Vous vous êtes peut-être déjà trouvé avec des gens comme ça, des guérisseurs, des magnétiseurs, simplement à leur contact, en discutant comme ça avec eux, on se sent déjà mieux. Et pourtant, ils ne sont pas dans une action déterminée, volontaire. Mais c'est ce générateur qu'ils sont, via leur aura, on verra, qu'est-ce que j'entends par aura, va pulser ce travail de magnétisme.
Le magnétiseur, il va utiliser aussi sa voix, avec des vibrations spécifiques dans la voix. Il va utiliser son regard, le fameux regard du basilic. Pas le basilic. Le serpent. Ouais. On va utiliser différents outils, dont, bien sûr, évidemment, les mains. Les mains dans lesquelles on va trouver des chakras, ces fameuses roues qui tournent. On a dans le creux de la main, au milieu des chakras qu'on appelle christiques. C'est évidemment orienté sur une religion. Sur les clous. Voilà, tout à fait. Les chakras dits christiques au centre des mains, qui peuvent être chez certains magnétiseurs très larges, hein, jusqu'à 5 cm de diamètre, ce qui est beaucoup dans une main. Et on va avoir aussi des petits chakras, des petits vortex, des projecteurs, des turbos au bout des doigts. Donc le magnétiseur, il va utiliser ses mains, il va utiliser ses doigts pour projeter cette énergie qu'il a réussi à concentrer, capter de l'extérieur, installer son cocktail merveilleux. Le gros danger dans ce genre de choses, c'est d'utiliser sa propre réserve de force vitale. Ce qu'utilisaient souvent, et ce qu'utilisent toujours certains magnétiseurs, ils utilisent leur propre force vitale. Alors, en général, ce sont des gens de très bonne consistance, hein, des gaillards bien balèzes, avec des mains de bûcherons. En attendant, quand vous travaillez avec quelqu'un, on est d'accord sur le principe qu'on est tous émetteurs-récepteurs, comme je vous disais au départ, vous allez installer un pont vibratoire entre la personne et vous, une passerelle vibratoire entre la personne et vous. Et là, l'information va circuler, aller-retour, aller-retour. Vous pouvez très très bien risquer du retour, parce que vous installez la passerelle vibratoire pour envoyer des informations constructives, parce que la personne est en déconstruction énergétique, mais attention de ne pas vous choper, comme on dit, le retour. Donc il faut bien faire attention à comment on travaille, et si on utilise uniquement sa force vitale, on est vraiment complètement en captation, en prise directe avec la personne, et je dirais en danger. C'est-à-dire qu'on peut attraper le mal de la personne. Tout à fait, bien sûr. On n'arrive pas à se dégager. Bien sûr. Voilà. Donc il se peut très bien que, fort de très bonnes intentions, vous vouliez aider quelqu'un, ou votre animal, qui est en souffrance, en demande, et d'instinct, vous avez envie de poser vos mains, vous attends, tu as ce problème, attends, je vais te l'enlever, je vais te dégager, je vais te l'enlever, je vais t'alléger. Attention à ce que vous faites. C'est dangereux. C'est pour ça, et là je ne vous recrute pas dans mes cours de magnétisme, hein, c'est pas ça du tout, mais je vous dis, c'est important d'être briefé, qu'on vous explique, qu'on vous forme un minimum. C'est quelques journées, c'est pas des études à long terme, mais quelques journées. Parce que ça peut être extrêmement dangereux. On peut en mourir. Il y a danger de mort. Donc il faut faire attention de ne pas magnétiser n'importe comment, comme ça, et vas-y. Est-ce qu'il y a une manière de s'en protéger, ou de faire en fait en sorte que ça ne passe pas? Alors il y a une pédagogie, une éducation du magnétisme. Il y a un état d'être. Il y a une préparation avant, il y a un nettoyage après. Il y a différentes protections, je vais essayer de développer un petit peu ça ensuite. Mais concernant ces fameux vortex qu'on a dans les mains, ces générateurs, je vais vous faire voir, je vais poser mon micro 2 secondes et je vais vous faire voir à quoi ça ressemble un vortex. C'est tout simple, hein. Vous voyez les 2 bulles, le flacon là, c'est un sablier d'eau. Je vais faire tourner le sablier du dessous, le renverser, et vous verrez très très bien l'eau s'installer en vortex. C'est juste simplement pour imager, ça vous aide à visualiser ce qu'est un vortex. Quand on parle de vortex dans les mains, quand on parle des chakras en vortex, quand on parle... Tout à l'heure, si on parle des lieux, on verra qu'un lieu c'est une entité à part entière, et on verra qu'un lieu, par exemple, entre autres, il peut avoir un phénomène de cheminée cosmotellurique, c'est encore un vortex. Alors, vortex, qu'est-ce que c'est qu'un vortex? Je vous fais voir tout de suite ce qu'est un vortex. Je vais le faire tourner. Hop, voilà, on va voir le vortex se former. Voilà, vous voyez la colonne là? Je ne sais pas si tout le monde voit, je vais le faire plusieurs fois.
Voilà, on voit cette colonne verticale dans le ballon du haut. Ça ressemble à ça. On peut imaginer qu'un vortex, ça ressemble à ça. On peut trouver des vortex dans la nature. Hein. Dans certaines forêts, dans certains lieux, on a ces vortex naturels. Où on va avoir aucun réseau téléphonique, où la boussole ne trouve pas le nord, et nous, on ne trouve plus non plus. C'est très spécifique et vous amusez pas à rester longtemps dans un lieu comme ça. Les magnétiseurs, les radiesthésistes affectionnent parfois d'aller dans ces lieux. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que ça donne, c'est pas évident. Voilà, vous voyez cette spirale. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on reste dans ces lieux? Ça donne... Voilà, et comment on sait que c'est un lieu comme ça? On sait que c'est un lieu comme ça parce qu'en général, c'est repéré et les sociétés qui sont passées avant nous les ont repérées. Hein, nos anciens connaissaient bien mieux que nous. Nous, on a l'impression de donner des évidences, de savoir plein de choses. On sait que dalle, on sait rien du tout. Eux, ils savaient. Et les vortex, les lieux sacrés, les lieux à grande turbulence énergétique, etc., ils les repéraient, ils les installaient. Bon, on en a gardé certains monolithes, certaines forêts, on a su bâtir des cathédrales, on a su faire des choses, mais plus ou moins bien exploitées. Il y a des instruments aussi pour pouvoir justement mesurer s'il y a un tout à fait. Cancer. Oui. Ouais. En radiesthésie, on va utiliser des instruments, on va utiliser le pendule, évidemment le pendule. Pourquoi le pendule? Parce que c'est très simple d'utilisation et c'est pas encombrant. Se balader avec des baguettes dans ses poches, c'est pas forcément facile. Et on va utiliser un pendule. Quand vous prenez un pendule en main, pensez toujours que c'est un prolongement de vous-même. Il faut le laisser vivant, ce pendule. Cherchez pas, souvent on me dit mais tu le fais bouger. Mais je le fais pas bouger. Je le laisse, c'est une antenne. En ce moment, elle est en train de capter un tas de vibrations, un tas de réseaux et je le laisse vivre sa vie. Par contre, si je m'installe sur une question-réponse, etc., il va pouvoir me donner les réponses, engendrer les réponses à mes questions. Donc on va utiliser le pendule, on va utiliser des baguettes, les fameuses baguettes, les Radmaster, les baguettes parallèles, qui vont s'ouvrir ou se fermer en fonction de la convention qu'on a installée, exactement comme le pendule. Avec le pendule, comment ça marche un pendule? Ça marche par déjà deux paramètres au départ, l'orientation mentale et la convention mentale. L'orientation mentale, je m'oriente sur une cible et rien d'autre. Toutes les autres, aucune autre velléité en route. Alors, je continue à respirer, ma circulation sanguine se fait, je vous rassure, il n'y a pas de danger, mais mon orientation mentale sur une seule focale, et en amont, j'ai installé une convention mentale. Une convention, c'est-à-dire que quand il fait comme ça veut dire oui, quand il fait comme ça veut dire non. Est-ce que ça marche comme ça pour tout le monde ou c'est simplement, c'est vraiment personnel, c'est-à-dire que ça... C'est personnel, voilà. C'est personnel. Quand on travaille, quand j'initie les gens au pendule, on va se tourner vers cette convention mentale en milieu d'après-midi seulement. Hein, on démarre le matin, les gens pensent qu'ils vont prendre un pendule tout de suite, et puis toute la matinée, je leur explique des choses, ils ont des fiches, voilà, ils vont déjeuner, ils reviennent, on n'a toujours pas pris le pendule, on n'a toujours pas fait la convention mentale. Parce qu'il y a une initiation bien spécifique, il faut guetter le moment où les gens vont pouvoir lâcher prise et pouvoir installer définitivement leur convention mentale. Donc, le premier temps de la journée, relativement long, on va gaver le mental. On va lui donner à manger à ce mental pour qu'il puisse enfin nous fiche la paix et laisser place au non mental et installer la convention mentale. La convention mentale, c'est simplement qu'à un moment donné, en cours de journée, quand je vois que les gens sont installés dans cette réceptivité, cette sensibilité-là, on va pouvoir simplement installer un oui, un non, et en fonction de la giration du pendule, ça va installer définitivement ce oui ou ce non. Hein, ça paraît peut-être compliqué comme ça, ça ne l'est pas vraiment. Pour les uns, le oui, ce sera une rotation droite, pour l'autre, ce sera une rotation gauche, ou alors un pendule qui se balance, qui oscille comme ça. C'est vrai que souvent, pour de nombreuses personnes, le oui, c'est une giration à droite, qu'on appelle dextrogir.
Lévogir, c'est à gauche. Dextrogir, c'est à droite. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, il y a oui, on a d'autres outils. On a la fameuse antenne de l'Escher. L'antenne de l'Escher... À quoi ça sert? À quoi ça sert? À plein de trucs. Comme le pendule, comme moins les baguettes. Avec les baguettes, c'est assez restreint. Avec les baguettes, on ne peut pas faire plein de travaux. Mais c'est très facile en initiation avec les baguettes. Moi, je fais avec des enfants, hein, pour simplement pouvoir initier les enfants à... quand on dit, tiens, je vais me ressourcer auprès d'un arbre, bah, je leur explique que l'arbre, c'est une entité à part entière, qu'on va le respecter, on va lui demander l'autorisation, on va déterminer avec les baguettes la circonférence de son aura, on va chercher la porte d'entrée, on va se présenter à la porte d'entrée, etc. C'est très amusant, c'est pas, ça met pas les enfants la tête en dessus du dessous. En général, ils ont au moins 15 ans, hein. Je prends pas des petits bambins pour pas les perturber. Mais à 15 ans, ils sont très ouverts et ils se rendent compte qu'ils sont effectivement très adroits avec des baguettes. L'antenne de l'Escher, c'est assez sophistiqué. On va avoir ce curseur qui se déplace sur des graduations et en fonction du travail qu'on va effectuer, on va avoir une focale, on va avoir une graduation à régler. Voilà. Si je cherche de l'eau courante, je vais mettre sur 7,9. Ma graduation, 7,9. Et je vais tenir mon antenne de l'Escher comme ça. Voilà. Comme ça, en état d'équilibre précaire. Si j'apprenais un endroit, voilà. Voilà. Elle va être comme ça, en état d'équilibre précaire. Et en fonction du moment où je vais trouver, donc là, si je cherchais de l'eau courante, à un moment donné, elle va plonger. Il faut l'installer absolument comme des baguettes, en état d'équilibre très éphémère. Les baguettes, on va les installer, on va les tenir comme ça. Les baguettes, on va les tenir plutôt près du corps, on n'est pas crispé. Si on cherche de l'eau, on va s'installer à la hauteur des reins. Si on cherche une cavité, un gouffre, on va descendre. Si on travaille avec la nature, avec les arbres, etc., on va plutôt monter en hauteur. On va installer les mains plutôt près du corps et les baguettes en léger penchant avant. Si elles sont complètement horizontales, elles tournent dans tous les sens sans arrêt. On ne peut rien faire. Donc on va légèrement les pencher en avant, j'exagère là, hein, légèrement pour calmer l'équilibre. Et on va avoir une convention. Cette convention, c'est par exemple, si c'est un gouffre, elles vont s'ouvrir. Si c'est de l'eau, elles vont se fermer. Je vous donne un exemple qui est très amusant si vous avez des baguettes en main. Pour vous initier, vous tenez vos baguettes et vous vous présentez au-dessus d'un cours d'eau. Sur un pont, évidemment. Avec un pont. Pas sans pont. Vous marchez. Alors là, je le fais avec la force de la pensée, évidemment. Hein. Je vais marcher vers le pont. J'arrive aux abords du pont, au bord de l'eau. Mes baguettes, en général, vont se croiser comme ça, me font signe que je suis sur le bord de l'eau. Il y a de l'eau sous mes pieds. Je vais traverser le pont, elles vont se rouvrir. Et quand je vais de nouveau quitter l'eau sur l'autre rive, elles vont de nouveau se croiser. Ça marche comme ça, des baguettes. Très succinctement. Hein, très succinctement. Toujours attention. Vous entendez bien sans le micro? Oui. Toujours. Tu peux peut-être continuer sans le micro, oui, si ça te convient. Bah, je vais faire les deux. Vous entendez? Je vais faire les deux. Ouais. En haut, vous m'entendez bien? Ça va sans micro? C'est bon? Oui, parce que tu bouges moins sans micro. T'es plus posé. Le pendule. Le pendule, on est d'accord qu'on installe une convention. Mais le pendule, les baguettes, l'antenne de l'Escher, tout ça, attention à l'installation mentale que vous mettez dessus. Le charlatanisme, qu'est-ce que c'est le charlatanisme? C'est quelqu'un qui va profiter de votre demande, de votre état de faiblesse, et vous faire croire que le pendule a dit ci, le pendule a dit ça. En réalité, il commande mentalement le pendule. C'est très facile. Évidemment, c'est l'erreur, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je vous donne un exemple. Je fais conduire mon pendule mentalement, je le mets en balancement. Et je vais lui demander de dire bonjour à Cécile. Cécile Véjux, qui organise la soirée. Vous voyez qu'il est bien vers Cécile. Si je lui demande de me désigner l'écran de projection, qui est placé de ce côté-là, on va voir que tout doucement, il va s'installer face à l'écran de projection, dans la direction de l'écran de projection. Si je lui demande de dire bonsoir à papa, il dit bonsoir à papa, il dit bonsoir à papa. Vous voyez ? Il vient dire bien bonsoir à papa, je le commande totalement mentalement. Donc là, on peut parler de charlatanisme, on peut parler d'abus de confiance, on peut parler d'un tas de choses, on peut parler surtout d'erreurs. Parce que bien souvent, il ne s'agit pas d'un charlatan, c'est vous qui êtes en train de faire une recherche, quelque chose, pour un ami, pour vous, mais
Mais vous avez fabriqué quelque chose avec votre tête. Vous avez installé une forme pensée. Vous avez installé une certitude. Vous avez mal posé votre question. Vous voulez tellement. Est-ce que Robert m'aime? C'est votre copine qui vous demande ça. Le truc à jamais faire. Est-ce que Robert m'aime? Ah, faut que je lui dise oui, parce que sinon, elle va péter un boulon. Donc, pourvu que ça soit oui, ben pourvu que ça soit oui, ça va être oui. Hein. Le pendule, il va vous dire oui. Hein. Voilà. Est-ce qu'il va revenir? Ouais. Il m'aime comment? Alors là, on va utiliser il m'aime comment. On peut, en radiesthésie, avoir des idées de dimension comme ça. On utilise des abacs. Des abacs sont des croquis, des diagrammes de référence. Par exemple, pour l'histoire de Robert, il m'aime comment, je vais utiliser un pourcentage. Ça ressemble à un éventail, à un cadran de 0 à 100%. Est-ce que tu en as justement... J'en ai pas en projection là. Je vais vous faire voir là sur mes classeurs. Mais est-ce que Robert m'aime? Oui, il m'aime comment? S'il m'aime à 10%, il t'aime pas, quoi. C'est pas 80. 30%, c'est pas 100%. Si c'est 30%, ce sera un week-end, quoi. Mais il faut pas penser à autre chose. Je vous fais voir un diagramme. Qu'est-ce que c'est qu'un diagramme? Je pose mon micro. Oui, mais tu peux le laisser, justement, c'est bien. C'est mieux? Oui. Ça oui. Prochain investissement. C'est le pourcentage. Oui, parce que c'est... il va s'arrêter. C'est tout simple, tout simple. Complètement. Alors, on me pose la question, est-ce qu'il faut demander une autorisation? Évidemment que oui. Il faut demander une autorisation à tout travail énergétique, magnétique, radiesthésique, etc. Elle dit à qui, voilà, on demande à qui. À qui on va demander une autorisation? Avant tout, pardon? Robert? On ne va pas demander à Robert. On va demander à son moi intérieur. On va demander à sa guidance spirituelle si on est dans cet état de conscience, si on a validé ce concept. Hein? Mais c'est à ça qu'on va demander, à son moi intérieur. C'est-à-dire que votre ego, votre personnalité va s'effacer et va laisser libre cours à votre individualité. Votre individualité, vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir, est-ce que je suis autorisé à pratiquer cette recherche? Est-ce que c'est juste? Juste pour qui? Juste pour la personne qui demande, juste pour la personne qu'on recherche, juste par rapport au karma de l'univers. Est-ce que je suis dans le juste? Il se peut très bien que je ne sois pas dans le juste et que je n'ai pas d'autorisation. Si on vous dit non, stop, c'est évidemment une question très très importante. On demande toujours l'autorisation. On va faire une petite pause quand même, parce que je pense qu'il y en a qui ont envie d'aller aux toilettes, oui. Je l'ai aussi. On fait une petite pause et on revient après si vous avez vraiment des questions. Bon, donc on va faire la table ronde après la pause. Donc voilà, on va faire une petite pause de 20 minutes. Le temps que vous preniez l'air, que vous alliez fumer votre cigarette, que vous alliez aux toilettes, que vous prenez un peu votre temps. Il n'a pas tout dit, en fait Gérard n'a pas tout dit, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent derrière, mais ce qui est bien aussi c'est l'interaction. Si vous avez des questions à lui poser, donc si vous voulez, vous êtes invité à la table, comme ça ça sera encore plus facile pour cet échange. En fait, voilà, profitez-en, il est là. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, n'hésitez pas à les poser. Ouais, j'ai 3 jours de conférence. Oui, non, mais non, nous non. Nous non, Gérard, on les a pas. Peu de temps. Poser des questions, ne gênez pas, même si c'est un peu peut-être dans le désordre, il n'y a pas d'ordre, désordre. Tout ça, c'est une globalité. Posez vos questions pour que je puisse. Si vous avez des choses bien spécifiques, de l'aura, enfin voilà, si vous avez vraiment des questions que vous vous posez, c'est tellement vaste, l'art du vibratoire, qu'on ne peut pas faire le tour en 2 heures. Donc, allez-y, profitez. Combien de temps? Ouais, je connais.